Florence, bouleversée, vous dites Gérald Viamont, c'est vrai, c'est la mère de famille qui parle. Et quand on est mère, quand on est mère, on peut pas se mettre forcément à la place de Florence, mais on peut quand même ressentir quand on sait que sa fille ou son fils a vécu ce qu'a vécu Théo. On est à terre. Et je pense que ce qui est d'autant plus difficile pour Florence, c'est que depuis une semaine, les témoignages se multiplient, c'est-à-dire qu'elle est contactée par des familles de victimes. Elle comprend bien sûr que le cas de Théo n'est pas anecdotique, que c'est un fait de société, c'est elle qui le dit, et elle est percutée par quoi ? C'est une justice qui est incapable de la protéger, de la soutenir dans ce drame, et puis surtout, c'est l'indifférence au plus haut sommet de l'État. Pierre-Marie Sèvres. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est ça, dans le témoignage de Florence, c'est que, et nous, à l'Institut pour la justice, on accompagne des victimes pour changer le système judiciaire. Et on en croise beaucoup, des cas comme ça. Des cas où, finalement, les victimes, on parle de leur affaire, mais au final, ce sont elles qui sont considérées comme des coupables, puisque ce sont elles qui sont obligées de déménager, ce sont elles qui sont obligées de se protéger. Nous, on a un couple de victimes très proche, la famille Sancier, qui a perdu son fils il y a quelques années. Ça avait fait beaucoup de bruit au début des années 2010. Et quelques années après qu'on ait parlé de leur affaire, ils se sont rendus compte qu'un des tueurs de leur fils est venu se réinstaller à quelques centaines de mètres de chez eux. Ce sont eux qui ont déménagé, qui ont quitté la France. Ce sont eux. Et donc cette inversion de la victime et du coupable, c'est pas juste une idée comme ça. C'est comme à l'école où les gamins sont harcelés et c'est eux qui doivent changer de C'est systématiquement une inversion. Mais c'est vrai également dans les textes de la procédure pénale. Je vais vous donner un exemple. Quand vous avez une victime qui va déposer plainte au commissariat, la personne qui est accusée, le délinquant, il a le droit à un médecin, il a le droit à un avocat, il a le droit à un traducteur. La victime qui dépose plainte, elle n'a pas le droit à ça. Quand le délinquant est ensuite envoyé en prison, que les juges décident d'éventuellement le libérer en amont, donc dans le cadre de l'exécution des peines, il a le droit d'être là avec son avocat contre le procureur. La victime, elle n'a pas le droit d'être là. Lorsque un délinquant est condamné à une peine quelconque, quelle qu'elle soit, il a le droit de faire appel. La victime n'a pas le droit de faire appel. Le délinquant a le droit de récuser des jurés dans les cours d'assises. La victime n'a pas le droit de récuser des jurés dans les cours d'assises. C'est une philosophie qu'il faut changer. C'est une philosophie qui a des conséquences réelles dans les textes et dans le droit. Et je vous sais pressé, Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice. Je vais vous remercier d'être venu sur le plateau d'Europe 1. Pour ce sujet fondamental. Et merci pour le combat que vous menez depuis des années avec l'Institut pour la justice. Je sais aussi combien votre combat dérange et que vous pouvez être stigmatisé par la presse bien pensante et ce système médiatico-politique qui préfère mettre des étiquettes sur le front des intervenants plutôt que de se poser les bonnes questions. Donc courage aussi à vous, continuez de mener ce combat parce que ce sont des millions de Français qui aujourd'hui aspirent à ce qu'il y ait une justice avec un grand J. Et je vais vous dire, nous à l'Institut pour la justice, on nous traite avec beaucoup de mépris régulièrement, mais parmi les gens avec lesquels je discute tous les jours, il y a des très très hauts magistrats, des gens qui ont occupé les plus hautes fonctions de la justice, qui savent qu'il y a des problèmes qu'il faut régler. Et donc le mépris dont on nous accable régulièrement, je vais vous dire, quand je discute quelques jours après avec quelqu'un comme François Faletti, qui a été un des plus hauts magistrats de la chaîne pénale dans les années 90 et 2000, je sais que nous ne nous trompons pas et la population française qui réclame plus de sécurité ne se trompe absolument pas. Quand est-ce que la justice s'occupera des victimes ? C'est la question qu'on pose aux auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Il est 12h08 sur Europe 1 et si vous avez manqué le témoignage de Florence, c'était il y a quelques instants. Écoutez-la. Un jour, on m'a posé mon enfant sur le ventre et je me suis promis de le protéger jusqu'à sa mort. Et je pensais pas, vous voyez, on a eu un enterrement familial hier et on a eu cette cérémonie difficile. En fait, mon fils, pendant tout l'enterrement de son cousin, m'a dit « Maman, ça devrait être moi là ». Et je suis là. Voilà la réponse de mon fils de 19 ans. Et après, il allait sur la radio et il a eu le courage de dire « Il faut pas de haine ». Il faut pas de haine, donc c'est pas un fait divers. Je suis brisée, on est brisé. Monsieur Macron, c'est une honte. C'est une honte, votre réponse. J'attends un appel et des excuses. Et elle attend que les choses bougent. On est avec Alain et Tim, les auditeurs d'Europe 1, mais avant peut-être votre regard à Mathieu Hoc, du secrétaire général du Millénaire, et Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles. Mathieu. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans le témoignage de Florence, c'est un point qu'elle a donné qui est très important et qui est majeur, c'est
on n'est pas tout seul. Et elle n'est pas tout seul. Et pourquoi elle dit ça? Et parce que tout à l'heure, vous aviez cité les chiffres, la courbe d'augmentation des chiffres de l'insécurité depuis 10 ans. Et elle a dit, mais en fait, les victimes, ça se cumule en fait. Donc moi, j'ai fait le calcul entre-temps, lors de la pause. On est depuis 2017 à plus de 2,2 millions de victimes de la statistique coups et blessures. Alors, j'aime pas forcément les statistiques parce que ça déshumanise un petit peu ce qui y a derrière. Et puis, évidemment, des personnes ont pu être victimes plusieurs fois. Donc, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes. Mais quand on est aujourd'hui à ce point, avec depuis 2017, plus de 2 millions de victimes de ce qu'il y a de plus grave, c'est-à-dire les atteintes aux personnes, les coups et blessures, les violences gratuites, les violences sexuelles, etc., on se dit, mais la société ne va pas bien. Et quand on a un chef de l'État qui nous dit en plus que tout va bien, que sur les questions de sécurité, soit il fait le maximum, soit ça ne relève pas de ses compétences, c'est quelque chose qui est assez insupportable. Et puis l'autre point que je voulais venir pour terminer sur la question un peu de statistiques, c'est sur l'affaire de Théo, c'est que le procureur n'a pas requis la mention tentative d'homicide. On le sait, les chiffres depuis 2017 sur les tentatives d'homicide ont doublé, c'est-à-dire qu'on est passé de 2700 en 2017 à plus de 4700 aujourd'hui tentatives d'homicide. Or, mais si la justice elle-même ne qualifie pas toujours ce qui est d'une tentative d'homicide, on est en fait à beaucoup plus, et c'est un véritable problème dans notre pays. Sébastien Ligné. Moi, au-delà des chiffres, j'ai envie d'être un petit peu optimiste dans ce marasme de crimes et de drames et de larmes. C'est que malgré tout, je me dis, la solution et la porte de sortie, elle viendra forcément des familles de victimes. Et vous avez mentionné tout à l'heure la veuve du gendarme Comines. Il y en a des dizaines depuis quelques années qui se réveillent. On pourrait parler de la famille des victimes de Crépol avec Thomas. On pourrait parler du jeune Elias. On pourrait parler de la jeune Philippine, etc., etc. Ça n'existait pas. Moi, quand j'étais plus jeune, il y a 10 ou 15 ans, les familles, elles se taisaient parce qu'elles croyaient encore à la réponse politique, à la réponse judiciaire. Aujourd'hui, vu que les Français ne croient plus en leur politique, ne croient plus que la solution viendra du politique, ils ont décidé de prendre eux-mêmes en main leur destin et la défense de leur famille et de leurs enfants et de leurs parents. Et ça change tout, parce que je pense qu'une prise de parole, comme on vient d'entendre il y a quelques instants, ça vaut 1000 fois une prise de parole d'un ministre ou même d'un président. Je vous rejoins à 200%, et je peux vous assurer que le témoignage de Florence, et c'est pas une obligation, c'est un devoir. Exactement. Je pense que j'ai peut-être une dizaine d'émissions durant tout le week-end. Je vais la passer sur toutes les émissions. Parce que la parole de Florence, c'est la parole de millions de Français. Et peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand elle dit, son objectif est aussi de se mobiliser mardi du côté de Lyon pour une grande manifestation avec les familles des victimes. Peut-être qu'un jour, il y aura une grande manifestation citoyenne, française, pacifique bien sûr, des familles de victimes qui se réuniront pour dire « écoutez-nous, protégez-nous, accompagnez-nous pour que justice soit rendue et qu'on retrouve une justice avec un grand J ». Alain est en direct avec nous. Bonjour Alain, vous nous appelez de Saône-et-Loire. Si comme Alain, vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Alain, vous souhaitez parler de la justice aussi, parce que c'est ça la clé. Quand est-ce que la justice s'occupera des victimes, Alain ? Oui, bonjour Elliot, bonjour à l'équipe. Tout d'abord, j'aimerais exprimer toute ma compassion. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai entendu cette dame, Florence. C'est quelque chose de terrible et c'est inadmissible. Mais des inadmissibles, on en entend par le gouvernement depuis des années. C'est inadmissible, on va faire quelque chose et personne ne fait rien. Vu l'augmentation de ce genre d'agression, moi je dis qu'il faudrait, enfin, c'est mon avis, créer des établissements spéciaux dirigés par des anciens militaires ou des. Moi, j'ai fait mon service militaire. J'en ai vu qui rentraient à l'armée en rigolant quand ils sont sortis. Ils avaient été mis au pli. De les mettre 3 mois d'office dans des centres. On appelait ça dans le temps des maisons de correction, mais là, c'était peut-être trop violent. Mais leur apprendre à faire leur lit, leur apprendre à écrire, leur apprendre le respect. Déjà ça. Mais je pense que il faudrait pour ça créer des lois. Quand on veut créer des lois, on fait des ordonnances et ça peut arriver très vite. Et déjà créer des lois qui soient beaucoup plus sévères, parce que c'est, comme moi je dis, c'est inadmissible. Ça peut m'arriver à moi. 4 jeunes de 15 ans, moi j'ai 70 ans, ils me tombent dessus pour me piquer mon téléphone. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Surtout que j'ai de la peine à me déplacer, je serais une cible. Souvent, les plus violents sont également les plus lâches. Vous avez entièrement raison. Et j'ai entendu
votre émotion, Alain, quand vous avez pris la parole, et je vous avoue qu'il est difficile aussi de ne pas avoir les larmes qui montent lorsqu'on entend Florence nous expliquer que elle a fait de son combat la protection de son fils, et hier, lors des obsèques d'un membre de sa famille, son fils lui disait ça devait pas être mon cousin dans la tombe, mais ça aurait pu être moi, ou ça aurait dû être moi. Comment... Moi, la question que j'aimerais poser, c'est qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous, Monsieur le Président, pour écouter ces familles des victimes ? Qu'attendez-vous pour renverser cette table ? Il reste 1 an et demi. C'est bien beau de parler réseaux sociaux, c'est bien beau de parler de l'oisiveté, mais qu'attendez-vous pour les protéger ? Et c'est la seule question qu'il faudrait poser. En fait. Monsieur Macron, de toute façon, n'en a plus rien à faire du peuple français, c'est visible. Lui, ce qu'il vise, c'est la présidence de l'Europe. Quand il pourra plus être élu. Mais que l'on crée des lois quand on veut créer des lois, et que cette justice à 2 mesures, c'est une justice à 2 mesures. Il n'y a qu'à voir tous les jugements, même pour les politiques, même pour tout. Cette justice de gauche qui, on prend un délinquant, on lui dit c'est pas bien ce que tu as fait, tu prends conscience. Ah oui, monsieur le juge, excusez-moi, je regrette. Et quand il sort en rigolant du palais de justice. Il faut arrêter tout ça. Bien sûr. Il faut que le peuple soit protégé, que les gens soient protégés. Les gens ont peur maintenant. Et même moi, ici en Saône-et-Loire, on voit qu'il commence à y avoir de plus en plus de problèmes de sécurité, même dans des sous-préfectures. C'est inadmissible. Mais la police, on leur donne pas les moyens, ni la police municipale, ce sont eux qui sont les accusés, ce sont eux qui deviennent les délinquants quand ils réagissent un petit peu violemment, quand les refus d'obtempérer, c'est inadmissible. On donne 37... On fonce sur un policier, on a 37 heures de travail. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et quand on a un casier judiciaire déjà long comme le bras, eh ben, il y a des sanctions autres que mettre ça avec... sous contrôle judiciaire, mais on comprend votre colère. Alain, pardonnez-moi de vous couper, mais il y a beaucoup de monde qui souhaite réagir au Standard d'Europe 1. Et non, mais ne vous excusez pas, cher Alain, mais c'est moi qui vous présente mes excuses. C'est-à-dire que je souhaite vraiment donner la parole aux auditeurs ce matin, ce midi du moins, puisqu'il est midi 16, et que d'ailleurs le témoignage de Florence va bouleverser notre émission. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on va parler de la justice, de l'insécurité tout au long de l'émission jusqu'à 13h sur Europe 1. Restez avec nous. On revient dans un instant. Quand est-ce que la justice s'occupera des victimes ? Quand est-ce que le chef de l'État arrêtera de parler de brainwashing et de faits divers et comprendra qu'on est face à un fait de société majeur, cette explosion de la violence, cette France honnête, victime de cette insécurité quasiment quotidiennement, avec des histoires qui sont bouleversées par cette délinquance et cette violence. Pourquoi je vous dis ça ? Vous avez pu entendre sur Europe 1 la colère d'une mère qui n'a pas de haine et qui réclame une chose, la justice, et d'être entendue par le chef de l'État. Des excuses, demande-t-elle Florence. Son fils a été lynché samedi dernier à l'entrée de son immeuble à Lyon, et moins d'une semaine plus tard, elle apprend que les 5 suspects sont relâchés, placés sous contrôle judiciaire parce que mineurs. Céline est en direct avec nous. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Écoutez, moi j'ai pris l'émission en cours, j'étais en train d'arriver à mon travail, là je suis même en entretien pour tout vous dire, mais vraiment... Merci Florence, merci vraiment à cette maman, parce que je pense qu'elle parle pour toutes les mamans. Donc mon enfant n'a pas subi n'est pas victime de quoi que ce soit, mais vraiment quand j'entends son discours, je me dis que des gens comme ça devront en exister tout le temps et partout. Mais il en existe de plus en plus, Céline, des Florence qui ont le courage, des mères qui ont le courage de prendre la parole, justement. Voilà, moi, si j'appelle aujourd'hui, c'est vraiment pour lui témoigner tout mon amour, mon courage, ma force, vraiment, on est avec elle. Voilà, je suis très émue en vous parlant parce que ça m'a énormément touchée. Mais moi aussi. Mais voilà. Et cette émotion, je vous assure, moi, depuis le début de l'émission, je retire mes larmes parce que c'est d'entendre ces familles qui sont bouleversées et surtout qui ne sont pas soutenues, qui sont démunies. Vous dites, alors voilà, en effet, donc voilà, moi j'appelle aussi pour ça, pour témoigner de mon soutien. C'est sûr qu'on peut tous à notre niveau pas faire grand chose, mais je pense que si on est tous ensemble, c'est comme ça qu'on peut faire avancer et faire avancer la France exactement. Comme ça, donc moi je veux bien que vous reparliez exactement où on doit se retrouver avec Florence pour cette marche, parce que je pense que c'est vraiment important d'y aller.
Ce sera mardi. Parce que ce qui lui du arrive, côté de ça peut Lyon. nous arriver à tous. Mais bien sûr. Dès demain, dès après-demain, et malheureusement les enfants, je vois, moi mon fils il est au collège, voilà, ils se sentent plus en sécurité, on n'a plus de repères quoi en fait. Bien sûr. C'est malheureux qu'ils puissent vivre dans ce monde-là, donc c'est temps de le changer, de se réunir et de faire changer les choses. Merci pour votre témoignage, Céline. On vous souhaite bon courage pour le travail. On vous remercie pour votre témoignage. Et Merci cette à vous, émotion puis que un vous grand avez, merci je la à cette partage. maman. Un grand Et merci sachez, à parce cette que vous maman. dites on ne peut pas faire grand-chose. Humblement, moi je me dis que cette émission, quand je dis c'est la vôtre, ça n'est pas une phrase sortie de son contexte ou une sorte de poncif qu'on pourrait sortir ci et là. L'objectif de cette émission, c'est de donner la parole aux Français qui ne l'ont pas. Et si je peux donner la parole à Florence et à toutes les Florences de France ou tous les pères de famille qui sont inquiets pour leurs enfants, eh bien je la donnerai. Merci beaucoup Céline. Tim est avec nous, il nous appelle d'Île-de-France. Bonjour Tim. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. J'imagine que vous aussi, vous avez entendu le témoignage de Florence, le témoignage bouleversant de cette maman qui est au plus près de son fils de 19 ans qui a été lynché samedi dernier. Les bourreaux sont dehors sous contrôle judiciaire parce que, eh bien, par exemple, le parquet n'a pas considéré que c'était un homicide volontaire. Mais au-delà de ce cas, c'est une insécurité globale en France qui est en train d'exploser. Alors, on préfère mettre des lunettes de soleil, passer des heures à expliquer que c'était plutôt une séquence sympathique plutôt que d'aller sur le concret et on parlera d'Emmanuel Macron dans quelques instants, qui est satisfait de son bilan. Satisfait de quoi ? Tim a raccroché. Tim a peut-être un problème avec son téléphone. Laurence est en direct avec nous et je le disais, il y a du monde au standard d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Laurence, visiblement, est avec nous. Chère Laurence, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, bonjour. Oui, bien sûr, je vous entends. J'attendais, oui, voilà. Eh bien, écoutez, c'est à vous. Voilà. J'ai dit tout à l'heure ce que j'avais à dire, mais je vais le répéter, ça ne me dérange pas. Ah bah vous l'avez étiez hors antenne, chère Laurence. Vous n'étiez pas en direct. Voilà. Comment ? Je ne vous ai pas entendu, je ne sais pas ce que vous avez pu dire. Au standard. Oui, ça y est, je vais vous le redire. Dites-le nous. Alors, Monsieur Macron attend certainement que la France se révolte. C'est tout ce qu'il attend. Il n'attend pas, puisque de toute façon, il est sur son nuage. Comment voulez-vous qu'il attende ? Voilà. Donc là, il va attendre. Non, il s'en rend même pas compte. Voilà. D'autre part, je voulais dire que j'ai lu un livre de David Duquesne, de chez Grasset. Et alors là, il faut lire ce livre-là, car ce qui nous arrive, violence et tout ce qui peut arriver actuellement, c'est marqué dans son livre, il l'a écrit et il le prévoyait et maintenant ça arrive. Vous auriez pu citer, Laurent, je vous invite à lire un autre livre, La France Orange Mécanique, c'était publié il y a 13 ans. Laurent Oberton, qui a été cloué au pilori pour ce livre, 13 ans plus tard, la formule est reprise par les plus hauts responsables de ce pays pour dire la France n'est pas Orange Mécanique. On ne vit pas dans... Mais je ne sais pas dans quel monde vit le président de la République et c'est la question qu'on se pose dans un instant sur Europe 1. Restez avec nous, Laurence. On vous embrasse, midi 27. Je voulais simplement vous dire que Orange Mécanique, mon mari et moi, nous l'avions vu au cinéma ou à la télévision. Il y a eu un film. Midi 27 sur Europe 1. On revient dans un instant et on se pose la question que Laurence se pose. Elle a dit il vit sur un nuage, Emmanuel Macron, puisque visiblement il est satisfait de son bilan.